Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. Je vous amène avec moi à la découverte de profils et de parcours inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Si vous aimez la colle, cet épisode ou tous les épisodes, j'ai besoin de vous. Un like, 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, voilà qui m'aidera grandement, qui aidera la colle à se faire connaître. Allez, c'est parti, nouvel épisode. Nous voilà repartis pour une nouvelle colle. Celle-ci a une saveur un petit peu particulière pour moi, parce que c'est un de mes anciens boss que je vais interviewer ici. C'est Fabio Ronga. Salut Fabio. Salut Pierre. Alors, j'attends cette conversation avec beaucoup d'impatience, parce que déjà ça fait un bail qu'on ne s'est pas vraiment parlé. Pour te décrire, je dirais un entrepreneur enthousiaste, et on le verra en regardant un petit peu tout ton parcours. Chez toi, c'est ça qui m'a marqué. C'est une vraie enthousiasme autour du business, autour du fait de développer des opérations. Il y a une grande partie, et ça va constituer des vraies questions autour du management international, des organisations globales, comment on fait d'une boîte une boîte internationale. On notera tout de même que tu es l'entrepreneur de l'année 2019 pour EY, donc Ernst & Young, Suisse. Je sais pas, moi, c'est un vrai titre de noblesse pour moi, je trouve. Et on va parler de bonheur aussi, parce que finalement, le sens qu'on donne à tout ce qu'on fait, je pense que pour toi comme pour moi, c'est quelque chose d'important. Fabio, alors après cette longue introduction, en quelques mots, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bien sûr. Merci, et merci d'organiser cette session. Donc, je m'appelle Fabio Ronga. Je suis marié, 2 enfants. J'ai été né et élevé, grandi, éduqué en Suisse. Mais après, j'avais jamais travaillé en Suisse. Okay. À Paris pour quelques années. Et là, t'es en Suisse, t'enregistres depuis la Suisse, là. Oui, exactement. Parce qu'avec toi, c'est toujours la question, c'est où est-ce que tu es dans le monde, hein ? Alors là, pour l'instant, je suis précisément à Nyon, petite ville au bord du lac, entre Genève et Lausanne. Ok. Voilà. Et s'il y avait l'image, je vous montrerais la vue depuis mon bureau sur le vieux château et le lac. Ok, pas mal. Donc voilà. Donc j'en reste là pour l'instant ou je sais pas. Tu fais quoi dans la vie ? Dans la vie, je gère Bicom. Ça, c'est au moins un full-time job. Ouais. Et moi, j'arrive pas à faire les choses à moitié. Donc il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais voilà, là, je les mets un peu sur la liste des to-do à faire quand je ne dirigerai plus Bicom. Ça, c'était déjà comme ça pour moi dans le passé. Je n'arrive pas à faire plusieurs choses à fond. Donc après, j'ai des hobbies, mais ça reste que des hobbies. Tout ce qui touche de près ou de loin les affaires professionnelles ou la vie professionnelle d'autres personnes, j'essaye je les laisse pour plus tard, parce que gérer Bicom, c'est déjà très prenant. Donc, ce que je voulais dire, donc, juste en me présentant, c'est que, et ça peut être important pour les sujets qu'on va couvrir après, c'est que j'avais jamais travaillé en Suisse jusqu'à la dernière étape, les dernières étapes de ma carrière. Le premier job, c'était pour une société qui s'appelait Hyperion, mais quelques années à Paris, puis après au siège aux États-Unis, une société américaine qui a été rachetée par Oracle. C'est là que j'ai appris le Enterprise Software. Parce que t'as fait tes études en Suisse. Comment t'atterris à Paris ? Parce que je voulais absolument bouger, et j'ai envoyé des
Non, c'est pas vrai. J'avais fait un stage dans mes études. J'avais fait un stage à la Caisse nationale du Crédit Agricole. Ah ouais. Je sais pas si ça existe encore. Et là, j'avais rencontré des gens super. Donc c'était un stage, c'était un stage d'1 ou 2 mois. Et quelqu'un qui m'a dit, il faut absolument que tu rencontres ce chasseur. Mais moi, j'avais pas d'expérience et tout. Mais bref, ce chasseur a trouvé mon profil intéressant parce qu'à la fois informatique et business, Oui. et dans les études. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez, ça s'appelait IMRS à l'époque, mais ce qui est devenu Hyperion France. D'accord. Et c'était encore tout petit, mais j'ai grandi un peu avec. Mais surtout, j'ai basculé au niveau du siège aux États-Unis, et puis là, la carrière a explosé, quoi. Non, mais attends, parce que t'as basculé, tu le dis ça comme ça, c'est-à-dire que, en gros, t'es parti t'expatrier. T'avais quel âge? Moins de 30 ans, c'est sûr. Parce que c'est pas un jump qu'on fait comme ça, quoi. Non, c'était l'incentive pour y aller. C'était quoi la motivation pour toi? Alors pour moi, c'était un no-brainer. À l'époque, je m'occupais de pre-sales et marketing pour Hyperion France. D'accord. Donc job intéressant, mais sur le territoire français. Mais bref, et puis pour ceux qui connaissent l'enterprise software, quand on fait du pre-sales, c'est-à-dire quand on va vendre la solution aux clients, il faut qu'on la présente de la manière la plus. Donc on va faire tout ce qu'on peut, tout ce qui est en pouvoir pour améliorer la réalité, on va dire. Et voilà. J'avais pris. C'est même pas une solution que j'avais développée moi. C'était un des consultants qui avait fait un truc que je trouvais génial, mais en fait il prenait pas le temps d'en parler, d'expliquer aux autres, etc. Mais je dis, mais ton truc c'est tellement génial, il faut absolument montrer à tout le monde. Donc en fait avec lui, j'ai pris son truc, on l'a packagé, et puis on a commencé à documenter, à en parler. À l'époque il y avait pas vraiment d'internet, ouais. Donc mais vraiment à essayer à le pousser. Et puis bien sûr, donc en France ce truc-là marchait vraiment bien, même pour les clients. Et c'est remonté aux oreilles dans des meetings internationaux. J'ai pu le présenter. Et puis les mecs aux US, ils se sont dit, mais ce truc-là, c'est des gens comme ça dont on a besoin, ça aide le monde entier. Et moi j'étais là, mais c'est même pas moi qui ai inventé ce truc-là. J'ai que mis en forme quelque chose qui avait été inventé par un de mes collègues, Ludovic Beauvalet, pour lui donner. Oh yes. Mais en fait, c'est là aussi que j'ai réalisé l'importance de la communication. Donc, si on passe 10 heures à construire un truc, il faut être conscient qu'on doit passer exactement au minimum 10 heures à le marketer, ouais. à l'expliquer et à le partager avec ses collègues, avec qui on veut. Donc ça, c'était ma première leçon de vie. Mais le bénéfice de tout ça, c'est que ça a été l'opportunité de prendre un rôle, de prendre quasiment le même rôle que j'avais au niveau France, de le prendre au niveau mondial. T'étais déjà fluent en anglais? Alors pas du tout. Alors moi, les langues, c'est It's true. Je parlais mieux allemand que l'anglais à l'époque. Ça aide pas dans le Connecticut. Voilà, exactement. Et en fait, mais ça, on apprend très vite. Une fois qu'on est sur place, au bout de 3 mois, ouais. Alors, c'est un truc qui peut, s'il y a des jeunes qui veulent apprendre l'anglais et qui peuvent pas prendre des cours, qui écoutent ça, le meilleur truc, c'est regarder un film en anglais avec les sous-titres en anglais. Et là, il y a tout d'un coup tout qui commence ces sons qu'on entend, ces mots qu'on entend, qu'on comprend pas, tout d'un coup, tout prend un sens. D'accord? Le film en anglais avec les sous-titres en anglais. Donc, bref, 3 mois de ça, dans un environnement anglais, forcément, à la fin, on parle bien. Mais aussi, l'autre truc, c'est que quand on a de la peine à s'exprimer, dans mon job, product marketing, c'était ouais. c'est la communication, de la communication. Et j'avais de la peine à m'exprimer. Ouais, donc PowerPoint, les slides. Donc on apprend en fait à utiliser les outils. Et du coup, très vite, je suis devenu meilleur je me suis retrouvé à avoir une meilleure utilisation des slides, etc., que mes collègues qui eux arrivaient à communiquer bien mieux que moi en anglais, quoi. Donc, on compense, et puis au bout d'un moment, on arrive à commencer à s'exprimer correctement en anglais. Donc, du coup, on a la voix et le support visuel des bons slides, donc ça marche bien. Et donc, tu fais du product marketing aux États-Unis pour Hyperion, qui va se faire racheter un peu plus tard, même bien plus tard, par Oracle. En 99,
Il y a un truc qui va bouger. Exactement. Donc en 99, donc juste je crois 2 ans avant, quelques années avant le rachat peut-être 4 ans avant le rachat, il y a j'ai quelques collègues qui décident de créer une boîte, de recréer un nouveau Hyperion en fait, mais basé sur une autre technologie. Donc une stratégie, on va dire, qui est pas super inspirante, puisque en gros c'est tiens, on va faire la même chose mais mieux. Mais moi j'étais super excité parce que j'ai dit de pouvoir participer à quelque chose depuis le stade zéro. C'est vraiment génial et donc je leur ai vraiment fait chier jusqu'à ce qu'ils me disent ok on parce qu'ils voulaient pas de toi à la base. À la base au départ ils pensaient pas à toi peut-être. Ils pensaient pas. J'étais pas en profondeur si tu veux. L'idée venait pas de moi etc. Donc c'était mes deux boss, mon boss direct et le boss de mon boss qui lançaient cette boîte. Et puis bien sûr, crois-moi, là, quand t'as des mecs comme ça qui créent une boîte comme ça, t'as la terre entière qui veut y faire partie. Et en fin de compte, tu peux être que 5 ou 6 à démarrer. Donc ouais, j'ai vraiment dû leur. Je trouve que j'avais un bon job, etc. Et puis tu vois, quand tu pars, c'est jamais bien de partir avec les gens avec qui tu travailles. On est d'accord. Hein. Donc j'ose espérer que j'étais pas. C'est pas qu'ils me prenaient pas à cause de mes compétences, mais par le fait que, en gros, au moins moi je restais et puis je continuais à faire ce qu'eux ils faisaient. Ouais. C'était ça leur idée. Mais moi c'était exclu quoi. Je dis non, si vous partez, moi je viens avec vous. Hein. Je fais ça. Donc au bout d'un moment. Mais tu vois, quand je disais que t'étais un gars enthousiaste et enthousiasmant, bah c'est exactement ça. C'est que quand tu vois un truc, tu vas y aller à fond quoi. Non mais c'est ça. Et puis parce que moi j'étais sûr que j'allais les aider quoi. C'est-à-dire donc tu leur peins la vision. Hein. Tu peux faire du neuromarketing. C'est voilà, ça va être quoi votre start-up sans moi? C'est quoi votre start-up avec moi? Tu me connais, tu sais comment je travaille, t'as aucun risque. Enfin bref, donc tout ça pour dire que après, donc je pense ça m'a pris 1 ou 2 mois de les convaincre. Donc entre la création de la société et moi qui joins, il doit y avoir quelques mois. Ouais. Donc j'étais employé numéro 6 du coup. Ça je me souviens. Et puis ils avaient levé déjà de l'argent ou ils y allaient en fonds propres? Non, alors à cette époque-là, tous ces trucs-là, j'y comprenais rien. Et mais j'ai vu qu'ils ont fait des grosses conneries. Et franchement, à l'époque, je me disais mais pourquoi vous faites ça? Je comprends pas. Et on reviendra là-dessus, mais là, ce que j'ai vraiment appris, c'est l'entrepreneurship, qui n'a rien à voir avec lever de l'argent. Un vrai entrepreneur, il n'aime pas lever de l'argent. On va en parler après. Et d'ailleurs, au début, on n'a pas vraiment levé. Hein. Moi, pendant 6 mois, donc pas payé, ça c'est évident. Ouais. Pas de salaire, donc employé, c'est un grand mot. Hein. On a rien en échange. Ici, qu'est-ce qu'on a en échange? Des actions. Hein. Ouais. Ça, c'est très important. Et pas des stock options, des actions. T'étais marié à cette époque-là? Oui, on s'est marié quand on a décidé de partir aux États-Unis. J'ai quand même. Ouais, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Hein? Ça devient sérieux, faut se marier. Oui, mais c'était même pas ça. C'était un peu une forme de commitment parce que quand t'es avocat, c'est pas un métier vraiment global, surtout au début de ta carrière, d'accord? Tu dois, avant d'être un avocat global, etc., tu travailles de manière, c'est local, les lois, en ta Suisse, c'est là. Donc, on était en Suisse, paf, elle pouvait travailler en Suisse, et mais là, paf, on bouge à Paris. Donc, elle doit refaire un master's, un truc comme ça, et à peine, et elle travaille dans un bon cabinet, propriété intellectuelle à Paris, tout va bien pour elle, tiens, paf, on part aux États-Unis. Rebelote, tu vois. Il faut tout recommencer pour elle à zéro. Donc, fallait vraiment qu'elle t'aime pour te suivre, hein, moi je te le dis. Hein. Voilà, donc c'était pour ça que c'était important, je crois, qu'on se marie. Mais justement, parce que quand tu dis, je me lance. Ils ont bien voulu. Je me lance avec eux dans l'aventure Outlooksoft. Les premiers mois, pas payés. Ok, il y a des actions, mais les actions, ça fait pas bouillir la marmite. Enfin, faut que tout le monde soit d'accord. Tout le monde on the same page. Exactement, toujours. Je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est une affaire familiale, même si parce que s'il y a des choix financiers à faire, là. Après quelques années à Hyperion, etc., où j'avais des bons postes, donc j'ai pas dû baisser mon niveau de vie pour ça. J'ai vécu peut-être
12 mois sur mes économies, quoi. Donc non, il y a pas eu j'ai pas eu de choix, honnêtement, j'ai pas eu de choix difficile à faire. Donc aucun mérite de ce côté-là. Ok, non, mais tu as la transparence de l'admettre. C'est très bien. Et justement, alors chez Outlooksoft, tu l'as dit, t'es l'employé numéro 6. C'est quoi ton job? C'est quoi ta mission là-dedans? De faire ce qu'il faut. Et ça, je pense, c'est la base de l'entrepreneuriat. On n'est pas là pour remplir une fonction, on est là pour faire ce qu'on a besoin de faire. Et ça va changer tout le temps, hein, surtout quand on est moins de 10 comme ça au début. Ouais. Donc au début, une startup tech, c'est le produit. Donc c'était mon job était du coup, on va le dire, product manager, avec plein d'exceptions dans tous les sens, mais c'était vraiment un rôle de product manager. Et le produit, on le développait en Corée. Parce qu'à l'époque, en Corée, avec les Perly Vauchel 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, je suis pas sûr. C'était, oui, effectivement, parce que sa femme est coréenne, etc. Mais non, ça venait de Charles Shaw. Il avait un frère qui était ex-IBM, qui avait accès à plein de ressources. Et en fait, ils avaient pu mettre en place une équipe de mecs vraiment bien. Mais pour pas cher. Donc nous, avec les mecs des US, on va dire, on passait notre vie là-bas et on n'avait pas le moyen de se payer les hôtels qu'il fallait. Hein. Donc pour pouvoir avoir un hôtel qui n'était pas à 3 heures des bureaux, la seule solution c'est les fameux Lost Motel coréens qui sont normalement payés à l'heure. Avec des jolis lits ronds, véridiques, hein, les lits ronds avec les miroirs au plafond. Sauf que t'es tout seul. Ça n'a pas été le high point of my life, on va dire. Mais 2 semaines. 2 semaines dans un Love Motel. J'allais payer les 24 heures suivantes cash au comptoir. Et c'est là qu'on voit aussi des mecs. Comment on accepte de faire ça, hein, moi le premier. Et tu sais pourquoi j'ai accepté de faire ça? Parce que un de mes collègues, un des 6, c'est un mec super, Piero Ferrari. Le mec, il doit avoir 20 ans de plus que moi, au minimum, grand minimum, financièrement blindé, etc. Mais vraiment le tech guy, hein, lui, le seul truc qui l'intéresse, c'est le développement, c'est tout ça. Et lui le faisait. Et je dis, si lui peut le faire, pour moi, je me suis, même au début, je disais 2 semaines dans un Love Motel, et puis c'est pas 2 semaines une fois, c'est 2 semaines tous les mois et demi. Hein. Si lui le fait, j'ai aucun problème à le faire. Il y a l'exemplarité. Exactement. C'est le truc le plus important. Et ça, on en reviendra, parce que Bicom, c'est de la rémunération, et ça, j'ai beaucoup appris aussi avec de ça. Hein. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est où on est par rapport à nos points de référence. Oh, ok. Le produit est prêt à aller sur le marché. Donc là, tu prends ton bâton de pèlerin. Alors là, je passe de product management à product marketing, où en fait, littéralement, je crois que si on regarde après, c'est effectivement dans mon contrat ce qui avait été le titre qui évolue, hein, parce que là, ça change. Le focus, il est plus avec les développeurs, il est avec le monde extérieur. Et du coup, c'est d'expliquer. Autant product management, c'est plus loin d'expliquer ce que doit être le produit à ses développeurs. Et product marketing, ça va être d'expliquer ce qu'est le produit au monde, aux vendeurs, au marché, aux prospects, aux analystes. Donc là, ça change complètement. Et puis l'étape suivante, ça a été après, il a vraiment fallu passer à un mode vente, promotion, lead gen, télémarketing, etc. Donc là, je suis devenu head of marketing. Et puis là, j'avais eu entre-temps mon premier fils né là-bas. Et on commence à parler du deuxième, les grands-parents qui sont bien sûr les deux en Europe, qui veulent voir les enfants, etc. Puis donc là, on a décidé de revenir en Suisse. D'accord. Et au même moment, il y a un truc qui, moi, m'inspirait depuis le départ, c'était de faire de Outlooksoft, qui était le nom de cette société donc qu'on a créée, quelque chose d'international, de mondial. Et ça m'intéressait que moi, hein, parce que sur tous les autres. Oui, parce que tous les autres étaient américains, et le marché américain, il est largement bon, il était largement suffisant pour faire ce qu'on avait à faire. C'était un fait.
Et ça, on va y revenir, parce que ça, c'était une vraie leçon. Mais enfin, voilà, moi, j'imaginais toutes ces sociétés en Suisse que je connaissais, etc. Je disais, tiens, mais elles ont besoin de ce produit, ça serait génial de les avoir, etc., etc. Donc ça a été mon dernier job d'Outlooksoft. Donc je suis revenu en Europe avec le titre je sais plus ce que c'était, mais bref. Head of International. Mais là, il y a un board. Donc dans les boîtes, un truc qu'on apprend aussi quand on crée sa première boîte et qu'on lève de l'argent, c'est que tout d'un coup on a un board avec des financiers forcément beaucoup plus intelligents parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et ces boards-là, ils ont dit ok, l'international, d'accord pour Fabio, mais il faut lui mettre quelqu'un qui a de la bouteille. Il a jamais fait ça, il est un peu jeune. Il faut un senior. Et là, je me suis retrouvé avec du coup, ils ont embauché mon boss en même temps que moi. D'accord. Donc voilà. Enfin, c'est là où on apprend aussi à mettre son ego dans la poche en se disant, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être qu'ils ont raison. Et certainement qu'ils ont raison, parce que quelqu'un qui avait déjà fait ça, embauché un mec qui avait déjà fait ça plusieurs fois, pourquoi pas. Mais j'avais vraiment l'impression pour un conseil, il y avait une connerie. Ça a été ma... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Non, mais on s'étalera pas sur le sujet, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Un conseil et une connerie, les deux en même temps, voire synchrone. Et toi, personnellement, t'en as fait directement les frais. On va pas le dire ici comment. Mais entre moi, ce que je voyais, ce que je voulais faire, et ce qu'on m'a demandé ce qu'on m'a largement dit, mais conseillé de faire, mais en fin de compte, quand c'est ton boss qui te le dit, c'était, donc ouais, toi, Pierre Barraud, au tout début, si tu te souviens, t'en as aussi. Ouais, mais bon, avec le temps, maintenant, on en sourit. Voilà. Voilà, exactement. Et tout ça pour dire donc, en fait, ce que tu remarques dans les boards, et malheureusement, ce qui gère souvent les choses, c'est la politique. Donc, tout ça m'a amené à quoi? À détester la politique et si je me suis toujours dit que si un jour j'étais à même de gérer une situation, d'établir une situation, de faire en sorte d'avoir zéro tolérance pour les petits jeux, pour les petits... Voilà. Pour les baronnies et autres joyeusetés. Ouais. Exactement. Parce qu'à la minute où le top management de cette société a changé, en gros, c'est quoi les actionnaires ont changé, en fait. Ouais. D'accord? Il y a un fonds beaucoup plus professionnel, beaucoup plus établi, on va dire, qui a repris, suite à une levée de fonds, qui a repris le contrôle. Ils ont changé le CEO. Et le CEO, le premier truc qu'il a fait, comme tu le sais, c'est de nettoyer un peu tout ça. Et du coup, là, j'avais les coups des franches, je pouvais faire ce que je voulais, etc. Et là, moi, j'ai commencé vraiment à m'amuser. Parce que du coup, j'ai pu tester plein de choses qui étaient comment mettre en place, comment lancer un nouveau pays. On peut lancer un nouveau pays en créant une filiale, ce qui était la old school et ce qu'on a beaucoup fait avec le boss que j'avais. Mais après, on peut faire avec des distributeurs, on peut faire avec du mini-entrepreneuriat, en prenant quelqu'un qui n'est pas établi, d'accord, en lui disant, ok, quitte ton job et on t'aide à créer ta propre boîte qui va faire que du Outlooksoft dans ton pays. Et ça c'était vraiment. Comment tu choisis justement? Tu choisis en fonction du pays, tu choisis en fonction des personnes. C'est quoi le driver à la fin? Donc ce que je sais maintenant, à l'époque je le savais probablement pas, mais c'est les personnes la clé. La clé, c'est vraiment les personnes. C'est trouver la bonne personne. Ensuite, ce qui a été intéressant, c'est le fait d'avoir ces différents modèles. Parce qu'on couvrait, si tu te souviens, à part tout sauf les États-Unis, donc c'était de l'Amérique du Sud à l'Asie, donc on avait beaucoup de pays à disposition et des modèles vraiment un peu dans tous les sens. Et surtout après, on a changé. Il y a des pays qu'on a rachetés, comme la Suisse, qui était un distributeur avec Bearing Point, on est passé de Bearing Point à une équipe indépendante, mais qui dépendait pas de Outlooksoft, qui s'appelait Outlooksoft. Et après, on a racheté cette équipe indépendante, donc ils sont devenus employés à la fin. Et donc, j'ai vraiment pu comparer toutes choses étant égales par ailleurs, quelle était la performance et la puissance de l'entrepreneuriat sur les résultats par rapport à la notion d'être un employé. Donc, de pouvoir comparer toutes choses étant égales par ailleurs, les plus et les moins de chacun des modèles, ça a été
un laboratoire. Ouais, un vrai apprentissage, oui. Et finalement, le dernier point, la Chine. La Chine, où c'est avec Autosoft, où là, on s'est vraiment éclaté. Vas-y. Et après, SAP a racheté Autosoft. Pourquoi tu t'es éclaté en Chine? Donc là, on est à un stade où j'ai vraiment le support complet du nouveau CEO de Autosoft. Vraiment, ils ont une confiance globale. Donc, en fait, pourquoi? Parce que aussi eux, tout ce qui est de l'international, c'est de l'upside. Ils avaient aucune attente. Ouais. Être qu'aux États-Unis, c'était très bien. Donc, si l'international génère du revenu supplémentaire, c'est tout bénef. Et quand on a revendu Autosoft à SAP, si tu te souviens, Pierre, les revenus, pas les employés, hein, mais au niveau des revenus soft, on était pas loin de 50%. Ouais. Donc on a, si tu veux, on a permis en 3-4 ans à la société de doubler de taille sur un truc qui était en gros pas prévu. Donc forcément, t'as un peu les coups des franches et tu fais ce que tu veux. Et moi, et ça c'est vraiment un intérêt personnel, je peux pas être en charge de l'international, ce qui était d'ailleurs, on va y revenir, un titre complètement idiot, hein. International, ça veut dire quoi? Mais je peux pas être en charge de l'international sans la Chine. La Chine dans les années 2000, c'était le truc. Et mais en gros, le board c'était ok, mais on va pas investir. Donc en gros, tiens, en gros ils m'ont donné 1 million. Alors pour eux c'était rien, mais pour moi c'était énorme. Ouais. Moi j'ai gardé mes notions d'entrepreneur, de petit entrepreneur. Je dis pas de problème. Donc, mais c'est vrai qu'1 million pour la Chine c'est rien. Ça tout prend du temps, etc., qu'on n'avait pas forcément. J'ai dit comment je vais faire ça, et en fait on l'a fait en ciblant un ministère, le ministère qui est en charge des entreprises d'État. Donc il y a des grandes entreprises, il y en a 40. Donc exemple typique Air China, ou voilà, la compagnie gouvernementale dans chaque industrie. Donc il y en a dans le pétrole, il y en a dans les banques, voilà, dans chaque industrie il y a le mastodonte chinois, donc il y en avait 40, et c'est le ministère qui gérait ça. Donc aussi, si on leur, entre guillemets, vend, alors là il y a des gros guillemets parce que c'est comme ça qu'on a utilisé le million, si on arrive à pousser notre solution dans ce ministère-là et de standardiser les processus sur nos systèmes, ben après logiquement ils vont l'étendre down, hein, sur leurs 40 sociétés qui sont chacune d'entre eux des mastodontes, quoi. Et voilà. Et ça a marché. Et c'est un contrat. Donc ça m'a pris peut-être 2 ans, mais le contrat a été. SAP a racheté Autosoft pendant qu'on était vraiment en phase de finalisation des contrats. Donc il a été signé sous le nom d'SAP par Bill McDermott en personne, là, que j'avais fait venir, qui a signé grosse cérémonie et qui a signé ce contrat. Donc ça a été ma fin chez c'était bien dans la corbeille de la mariée quand même, hein. C'était un beau contrat dans la corbeille de la mariée. Alors attends, avant de passer à la suite, parce qu'il y a quand même un truc que tu m'as fait subir, c'est le napkin commit. Est-ce que tu te souviens de ça? Alors, est-ce que tu veux bien dire à tous ceux qui nous écoutent ce que c'est qu'un napkin commit? Comment tu le vois? Comment tu l'as conçu? D'où ça venait, cette idée? Et l'impact que ça avait? Ça venait d'un truc que j'avais probablement pas entièrement compris, mais que mon boss aux US, donc le good boss, hein, Mike Morini, qui est il est CEO de j'ai oublié le nom, mais une société de HR Tech et maintenant, et il faisait ça avec certains de ses vendeurs, mais probablement pas exactement dans la même forme. Mais je trouvais ça vachement intéressant parce que quand tu gères un territoire quel qu'il soit, tu dois mettre des expectations, essayer de comprendre comment quel va être le chiffre. Et donc dans le cas de la vente, combien on va vendre sur ce territoire-là. Alors si on est en contrôle de tous les deals, etc., c'est facile. Enfin, difficile, mais on se fait sa propre opinion et on essaye de mettre un niveau d'expectation qui est réaliste, exciting, etc. Et qu'on peut atteindre. Maintenant, quand on gère, en guillemets, je dis vraiment en guillemets, hein, mais en fin de compte, quand on est responsable je sais plus combien de pays il y avait, je dis, mais moi, je suis incapable de savoir combien vous allez vraiment faire en France, etc. Mais par contre, j'ai super confiance en Pierre Barraud. Et si j'arrive, mais Pierre Barraud, bien sûr, il va aussi se cacher derrière des spreadsheets et des choses comme ça. Puis pour finir, il va me donner des spreadsheets. Jamais, monsieur, jamais je me suis caché.
Donc, en fait, ce spreadsheet, ça m'intéresse, mais pas plus que ça. En fin de compte, c'est Pierre Barreau, au fond de lui-même, hein, dans son own brain, c'est quoi le chiffre qu'il a en tête pour ce quarter? C'est quoi qu'il veut faire? Et des fois, ça peut être, il n'y a pas de règle. Le but de la napkin, c'est pas de tirer les chiffres vers le haut ou tirer les chiffres vers le bas, hein. C'est d'avoir le vrai chiffre. Parce que tu peux avoir un deal auquel tu crois, mais c'est tellement beau, d'accord? C'est comme ce truc en Chine, c'est tellement beau, etc. C'est tellement too good to be true que tu vas pas le mettre sur le spreadsheet, mais il est là, d'accord? Ou il y a un autre truc, un deal qui est super visible, tout le monde t'embête avec, mais toi personnellement t'y crois pas, d'accord? Ouais, puis tu sais que c'est foireux, que c'est un deal foireux, Ouais, exactement. Mais tu peux pas l'enlever parce que le management est inclus, parce que donc mais t'y crois pas, donc le chiffre est beaucoup plus bas. Donc une fois de plus, le napkin, c'est quoi? C'est une fois que tu es disponible à ouvrir, donc on va dire après quelques verres en fin de soirée, hein, après un repas bien arrosé, bon repas quand même, un bon repas. 3h30. Et c'est pour ça que c'est une napkin, parce que c'est la napkin, c'est Jelly, c'est la napkin du restaurant. Il faut aller chercher le stylo, il faut aller demander au serveur de nous trouver un marqueur, là. Et puis là-dessus, allez, les gars, on va faire combien les 3 prochains mois? C'était ça l'idée du napkin. Ah mais c'était un vrai, tu vois, c'était un truc vraiment vraiment marquant et effectivement quand tu joues ce jeu-là avec une logique qui est intéressante en termes de business, c'est ce que tu expliquais là, c'est alors je sais pas, c'est du franglais, mais la prédictabilité. C'est-à-dire que c'est ça la grande question. Parce que, ok, il y a un problème si on fait 10 plutôt que 100. Bon, ça c'est une chose. Mais si on sait qu'on va faire 10, bah on peut se recabler on peut agir pour, etc., etc. Et donc la prédictabilité, ça c'est une chose parce que si on est engagé à faire 100, qu'on fasse 90 ou 110, c'est très bien, mais si on fait 50, c'est vraiment pas terrible, mais si on fait 150, c'est pas terrible non plus, parce que ça veut dire qu'on a loupé des opportunités d'investissement de quelque chose. Exactement. Et ça, c'est un truc que j'ai complètement raté dans la phase d'après, au début de la phase actuelle, la phase Become. D'accord. Chez Inputsoft, peut-être grâce à ce système ou pas, j'en sais rien, mais si tu veux, j'étais vraiment prédictible. J'arrivais vraiment à dire au board quelques mois à l'avance où on allait arriver, et on atteignait toujours ces objectifs-là. Mais comme tu disais, hein, c'est pas une question d'être en dessus ou en dessous. Alors bien sûr, c'est mieux d'être en dessus qu'en dessous. Mais si l'objectif c'est 100 et on fait 150 et qu'on l'a pas prévu, c'est un vrai problème, parce que si on est dans la vente, ça veut dire que derrière il y a des mecs qui doivent délivrer. Et si on est staffé pour délivrer 100, on va forcément créer un problème de satisfaction client. Absolument. Donc dans tous les cas, comme tu le dis, dans tous les cas, ce qui compte, c'est d'être sur le chiffre. Comment t'as vécu le rachat par SAP? Très bien, personnellement. J'étais autant excité que c'est une sacrée aventure quand même, hein. T'as le numéro 1 du software dans le monde qui se dit intéressé. Enfin, tu vois, il y a tous les process de due diligence avant tout ça. Enfin, c'est une aventure à part entière, hein. Mais moi, j'étais le gars qui était le nez dans le guidon sur le terrain avec toi. Je passais ma vie dans les avions, hein. Donc pour être complètement franc et honnête, tout l'aspect due diligence et tout ça, je l'ai pas vraiment vu. Surtout que moi, l'interaction avec le board, c'était une fois par mois ou une fois par trimestre, je crois. Enfin, j'en souviens plus. Bref, à New York, tu vois, c'était vraiment ma vie de tous les jours. Elle a pas vraiment changé. Sauf qu'au moment où j'ai compris que ça allait se passer, je me souviens, j'avais switché en mode allez les gars, mais le problème, c'est que tu peux pas le dire, d'accord? Donc, t'es sous NDA, etc. Donc, tu peux pas dire, il y a SAP qui va probablement venir acheter. Allez, on maximise tout. Et je me souviens qu'il y avait un problème de cash. Il y avait un problème de cash ou un truc comme ça qui est, pour que le deal se fasse bien dans les meilleures conditions. En fin de compte, il fallait vraiment qu'on maximise les ventes à court terme. Et je me souviens plus exactement de pourquoi. Et c'est ce qu'on a fait. Il fallait faire un run, de nouveau, l'Europe, enfin, l'international,
plus que les US. Parce que je pense que nous, en Europe, on avait beaucoup plus de toi et tes collègues et moi, on avait beaucoup plus un état d'esprit d'entrepreneur. Aux US, c'était plus l'organisation d'employés établie. Mais nous, on avait vraiment pu faire une différence. On avait boosté le chiffre d'affaires, si tu te souviens, sur la fin. Ah bah ouais. Et du coup, c'est... Donc j'ai vécu, j'étais pas en contrôle de l'exit. Ça, c'était une leçon. C'était une leçon, c'est que si tu veux... pour take care of your people, c'est le but d'un manager. Un manager, un employé, il doit voir son manager, il doit savoir que le gars, donc que le boss, il est là pour protéger l'employé, d'accord? Maintenant, quand t'as SAP qui rachète Outlooksoft, protéger les employés, il faut vraiment du pouvoir. Et ça, je l'ai exercé une fois qu'on a été racheté. On peut en revenir là-dessus. Ça a été assez facile une fois qu'on était chez SAP. Mais par contre, avant, typiquement, il y a une société se fait racheter, il y a encore des stock options disponibles, on nettoie tout ça, à qui on donne les stock options et tout ça. C'est le CEO, le CFO qui était à New York qui décide ça. Moi, j'ai fait de mon mieux, mais c'est vachement difficile, quoi. Hein. Loin du cœur, loin des yeux. Le CEO, il connaissait pas forcément tous les employés en France, mais il connaissait beaucoup mieux tous les employés qui étaient basés avec lui à New York, avec qui il déjeunait tous les jours, quoi. Donc ça a été l'aspect pénible. Je pense qu'il y a eu des vraies injustices sur les distributions. Donc ça, c'est une leçon, c'est que pour rendre ses employés heureux, et je pense qu'on va revenir sur ce sujet, il faut vraiment être en contrôle. Donc mieux vaut être CEO que Head of International. Mais à part ça, le rachat par SAP. Donc à part ce bémol où je pense qu'il y a des gens qui auraient mérité un peu plus d'equity sur la sortie. Ça a été j'ai pris pour une aventure phénoménale. C'était comme partir aux États-Unis. Pour moi, c'était un no-brainer. Waouh, on connaît pas ça. Ça veut dire quoi? Et surtout, on était bien positionné. Ils rachetaient SAP, ce qu'ils rachetaient avant tout. C'était le savoir-faire, c'était l'état d'esprit. Ouais, et puis justement, tu mets cet état d'esprit avec la force de frappe des SAP. Enfin voilà, d'un seul coup, le marché change de configuration. Hein. Et enfin, tu t'en souviens aussi bien que moi. Effectivement, on a fait un run avant la vente, ok. Mais le run, il a continué après. C'est-à-dire qu'après, on a signé des deals. Déjà, peut-être qu'on n'aurait jamais signé. Parce qu'on venait avec l'étiquette SAP, ça c'est une chose, et puis des deals qui prenaient une toute autre dimension parce qu'il y avait SAP, derrière. Enfin voilà, t'as un effet de levier quand même d'une boîte comme ça qui est conséquent. Ouais, exactement. Mais justement, dans ce moment-là, et c'était vrai aussi pour les opérations en France, tu te rends compte que c'est finalement l'humain qui fait tout. Et là, toi, tu vas te lancer dans une nouvelle aventure. Alors, on l'a compris, je crois, maintenant avec ton profil, c'est-à-dire que tu pouvais pas rester chez SAP. Il fallait aller entreprendre. À ce jour, je sais pas. Je te dis honnêtement, je sais pas. Ah ouais? Parce que moi chez SAP, je me plaisais bien, moi personnellement. Hein. Mais il y a un truc que j'ai fait vraiment à fond. Et je me souviens d'une discussion que toi et moi, ou que une question que tu m'avais posée. Moi, je me donnais à fond dans, je sais plus combien de personnes, en fin de compte, étaient devenues employées en Europe de SAP. Je sais plus, c'était quoi, une cinquantaine peut-être de personnes. Ouais. Et pour moi, c'était super important que ces personnes-là, elles maximisent cette opportunité-là. Et j'en voyais qui étaient frustrés pour les mauvaises raisons, qui étaient et je m'étais vraiment mis comme mission de faire en sorte qu'ils se sentent bien, hein, qu'ils se sentent bien chez SAP. Et je me souviens, tu m'avais posé la question, mais Fabio, tu dois forcément avoir un incentive. Tu fais tout ça, donc tu as un incentive sur le nombre de mecs d'Outlooksoft qui restent chez SAP. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Le seul incentive que j'avais, c'était qu'il me doublait mon salaire si à la première date anniversaire, donc c'était au mois de juin à peu près, hein, je crois que ça s'était fait en gros, si en juin j'étais encore là, il me doublait mon salaire. C'était mon seul incentive. Super perso, etc. Ah, c'est pas mal. Donc aucune motivation financière à passer du temps à faire en sorte que des mecs qui me rapportent
peut-être plus d'ailleurs, ait vraiment une carrière chez SAP. Mais pour moi, c'était vraiment important. Pourquoi? Parce que c'était la création de valeur. Si ces mecs-là, si Outlooksoft pouvait avoir un impact sur SAP, il y avait forcément des retombées financières pour SAP, donc. Et donc pour les employés aussi, comme aux États, c'était évident. Donc moi je me sentais assez bien, et franchement je me souviens les one-to-one avec Léo Apothécaire, avec Bill McDermott, etc. C'était absolument génial. C'était un trip, vraiment un trip, adrénaline, etc. Donc moi je me sentais bien. En fait, j'ai vu l'opportunité de créer Bicom et je la voyais bien, elle était excitante. Mais l'élément déclencheur, ça a été l'ex-équipe Outlooksoft qui voulait vraiment redémarrer un truc, qui voulait vraiment refaire un truc ensemble. Et je veux dire, sans eux, je l'aurais pas fait. Et donc création de Bicom. En quelques mots, Bicom, ça fait quoi exactement? Le premier truc, c'est que ça m'a pas fait prendre l'incentive, de doubler le salaire que SAP me donnait, parce que du coup, écoute, des fois on loupe des trucs, qu'est-ce que tu veux. J'ai même pas j'ai eu cette élégance de pas rester au moins jusqu'à non, Bicom, c'est quoi? Bicom, c'est le résultat d'une expérience chez SAP où donc SAP avait dépensé pas mal d'argent pour acheter Outlooksoft, mais tous les mecs qui vendaient les produits SAP, en gros, ça les emmerdait de comprendre ce que c'était Outlooksoft. Ils attendaient le prochain kick-off ou le prochain, parce que ça s'était fait au milieu d'année, quoi. Et rien ne se passait, quoi. Donc les seules ventes qui se faisaient, c'était par toi, Pierre. Comme tu disais, alors c'est beaucoup plus facile avec des prix plus élevés, mais les purs SAP, ils vendaient pas du tout Outlooksoft. Et pour moi, c'était un peu dommage. Donc, comme c'était beaucoup des vendeurs, on va créer un bonus spécial s'ils vendent SAP. Et ce que j'avais découvert en tant qu'employé SAP, c'est que c'était l'ère du BlackBerry à l'époque. On avait des systèmes SAP pour tout, et je passais mon temps, c'était du workflow en fait, je passais mon temps à approuver des choses sur mon BlackBerry. Des systèmes super bien faits, approuve. Ouais. En tant que manager, en gros, c'était mon job. Et un jour, j'ai dû approuver ces bonus pour 600 personnes. Et là, c'était un spreadsheet, Excel spreadsheet. Et avec où je pouvais en gros réattribuer des choses, changer des choses, enfin tout quoi. Alors non seulement ça avait pris beaucoup trop de temps, mais en plus c'était vraiment bordélique en termes de gouvernance, et puis après il y avait une grosse macro qui rechargeait ça dans un système SAP. Et il dit je comprends pas, on a des systèmes géniaux pour tout, mais là pour ce truc-là qui est vraiment important, on n'a pas, donc ça prend du temps, et c'est un fichier Excel. Ah mais tu sais, c'est parce que ces bonus c'est chaque fois différent, c'est compliqué, il n'y en a pas de système pour ça. Non. Et on fait dans Excel. Et nos clients, pareil, je crois. Ça, j'arrivais pas à le croire. Et depuis ce jour-là, chaque fois que je rencontrais un client pour d'autres choses, à la fin, je leur demandais, mais en fait, votre rémunération, vous la gérez dans SAP? Ouais, je crois bien. Mais vraiment, vous pouvez me dire quel module vous utilisez? En fait, non, on fait tout dans Excel, et à la fin, on balance. Ou on fait tout dans ce système-là qu'on a développé, et à la fin, on charge dans SAP. Et puis après, nos ex-collègues Hyperion qui sont chez Oracle, je leur pose exactement la même question. Puis nous, en fait, non, les clients Oracle, ils sont pareils. Oracle n'a pas vraiment de solution. Il y aurait comme qui dirait une opportunité. Voilà. Quand moi, je vois, après avoir travaillé avec toi dans le BI, quand on voit les plus grandes sociétés dans le monde entier, dans tous les pays du monde, quel que soit leur backbone, ERP, etc., qui utilisent des fichiers Excel pour des processus globaux large scale qui sont super importants, moi je me suis dit c'est l'opportunity of a lifetime. C'est dans le monde du enterprise software, on va pas trouver mieux et plus facile à attaquer, à identifier. Donc voilà. Et donc tu lâches tout et tu te lances. C'est un no-brainer. Mais c'est pas vrai. Que ça allait marcher, c'est un no-brainer. Est-ce que je devais est-ce que je devais quitter il y a pas de revenu. Ton salaire quand même, excuse-moi, mais tu réfléchis deux fois. Donc j'ai annoncé ça, que je partais, etc. Et puis je pense que j'ai envoyé l'email le matin. Je me souviens encore, j'étais dans mon bureau c'est déjà à Nyon, même endroit qu'ici. Non, c'est pas vrai, j'étais à Lausanne, SAP, et j'envoie l'email le matin, comme quoi, voilà, je vais quitter, etc.
Et puis l'après-midi, donc je sais pas, vers les 17h comme ça, paf, j'ai mon téléphone qui sonne et c'est Bill McDermott qui m'appelle pour me demander si je suis fou. Il me dit, et je sais encore, il me dit, j'espère que c'est Google qui t'embauche parce que vu les plans qu'on a pour toi, ça serait de la folie de partir. Puis je dis non, c'est pas Google qui m'embauche, mais je pars, quoi. Et voilà, et je sais pas quel plan il avait pour moi. Mais j'aurais bien, donc c'est vrai que, alors bien sûr, on se permet pas d'avoir des regrets, ce genre de choses, mais et j'ai certainement pas de regret de pas avoir, parce que Bicom est génial, on va en parler, mais de temps en temps, je me pose la question, tiens, je ferais quoi aujourd'hui si j'avais pas créé Bicom? Et on saura jamais. Ouais, ça permet de causer à l'apéro, mais c'est tout. Et justement, ça, c'est une belle aventure, donc ça commence en 2008-2009. Alors, entre, justement, 2009 et 2019, où t'es l'entrepreneur de l'année, il se passe quoi? Il se passe quoi? La continuité, hein. Il se passe quoi? Donc, on démarre Bicom, vu le concept, hein, vu qu'en gros, on fournit une solution à un besoin évident et qu'il y a personne d'autre qui le fait, ça marche. Pour la faire simple, ça marche dès le début, hein. Je crois qu'on crée, c'est Discovery et tout ça, c'était en 2007. En 2008, et là il y a le facteur chance aussi en 2007, c'est que au début 2008, c'est que je tombe vraiment par hasard sur un ex-Hyperion qui me demande de l'aider sur une boîte, et la boîte elle a la technologie idéale pour remplacer Excel pour faire ses bonus et tout ça. Donc ça c'est le facteur chance, hein, okay. Clairement. Et du coup le temps de faire tout ça, on crée physiquement Bicom au tout début 2009. Donc on passe l'année 2008 à comprendre ce marché, à établir les relations avec cette boîte qui était d'ailleurs française, à établir tout ça. Et on lance une entité qui s'appelait pas Bicom à l'époque, mais qui deviendra Bicom en janvier 2009. Et on signe le premier contrat en octobre 2009, donc assez rapidement. Et dès qu'on signe son premier contrat, on se dit, OK, si on en a eu un, on peut en avoir 1000. Pour moi, c'était du fait de l'opportunité. C'est OK, si on a pu convaincre ces gens-là que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, si on a pu les convaincre, qui étaient standardisés sur Oracle, je me souviens, c'est-à-dire que OK, on va vraiment pouvoir convaincre tout le monde. Ouais. Et après on a grandi. Mais comment t'es pas tout seul, alors comment et tu vois, ça c'est une de mes questions finalement assez récurrentes sur ton parcours. Comment t'embarques les gens avec toi? Parce que de toi à moi, même même sur l'aventure Outlooksoft, Outlooksoft c'était tout petit, ça existait pas par exemple en Europe. Au moment où on s'est parlé, ça existait pas. Enfin si, il devait y avoir l'Italie, voilà, qui était ouverte. Et alors moi je le vois de ma fenêtre parce que tu imagines une opportunité, parce qu'il y a une envie d'entreprendre, etc. Mais tu vois, et justement sur les débuts de Bicom, comment tu fédères autour de toi, comment t'embarques avec toi? Alors les tout premiers c'était facile parce que c'est eux, ils voulaient vraiment retravailler ensemble. L'équipe Core, ils m'ont presque poussé dehors des SAP. On était touchés SAP, allez on y va, hein. Donc ça a été une fois de plus chanceux. J'aurais pas eu le courage de partir, je pense, hein, pour être honnête. Donc l'équipe Core et l'un d'eux c'est le CEO de Bicom qui est à côté de moi, Stéphane Paul. C'est le mec qui en Europe s'était occupé du rachat de Outlooksoft. Donc quand il a compris qu'on allait, quand j'ai annoncé SAP que je partais, il a dit OK, ce coup-là, les gars, j'ai vu ce que vous avez fait avec Outlooksoft, je viens avec vous. donc ça, pour moi, c'était aussi super rassurant, si tu veux, quelque part, l'équipe de base. Donc c'était que des ex Outlooksoft plus Stéphane. Et puis donc là. Mais OK, ceux-là ils te connaissent, ils ont bossé avec toi, etc. Mais après les autres, l'extension c'était vraiment sur la market opportunities. Pour moi, c'est ce que je viens de dire. C'est toutes ces boîtes utilisent Excel. On innove réellement. On n'est pas là pour ajouter une petite pièce, un schmilblick qui existe déjà, quoi. On crée un truc. On apporte vraiment de la valeur à l'écosystème. Tu crois que c'est que ça? C'est que l'opportunité market, l'opportunité de marché qui fait que les gens viennent te rejoindre? Oui, parce que souviens-toi, à l'époque,
Donc à l'époque, moi je suis à fond dans les trucs concrets, tout ce qui est culture d'entreprise, core value, etc. J'y crois absolument pas. À l'époque, c'est une perte de temps. Ouais, mais justement, c'est là où j'essaye de t'amener, Fabio, parce que. Mais donc à l'époque, j'embauche, si tu veux, quand je vais convaincre un Federico Della Casa, qui est plus avec Bicom d'ailleurs, maintenant il est chez Salesforce, le responsable Europe Sud, je crois, Salesforce. Quand je le convainc de rejoindre Bicom pour lancer Bicom Italie, je lui parle que de ça. Je lui parle que de market opportunity, de concurrents inexistants, de ce que tu veux, quoi. Et de tout l'argent qu'il va pouvoir gagner. Je lui parle pas de core value ou de culture. Et à quel moment tu vas te dire, tiens, c'est peut-être pas complètement idiot cette affaire. Les valeurs d'une société. Alors chaque année. Donc on est super indépendant et un truc peut-être que on n'a pas levé d'argent et tout ça, d'accord, c'est tout ce qu'on appelle bootstrap. Donc Bicom a été financé à cette époque-là complètement avec l'argent qu'on avait gagné grâce à l'equity de Microsoft. Donc on a gagné pas mal d'argent comme ça. Il faut bien que ça serve à quelque chose, monsieur. Exactement. Donc l'argent, moi c'était vraiment mon sentiment. Hein. L'argent tombe du ciel parce que je m'attendais pas à gagner autant d'argent à ce stage-là. Donc pour moi il y avait aucun problème à remettre tout sur le tapis, d'accord. C'était vraiment ça, avec le support complet de mon épouse. Donc et tous mes collègues ont fait ça à hauteur de nos moyens, on va dire. Moi, je crois qu'on a tous pris le même à hauteur de nos moyens, on a tous pris le même risque que je voyais pas du tout comme un risque. Donc pour moi, c'était une évidence. C'était un investissement. Un investissement sans risque, parce que sous contrôle. Non, je plaisante, mais évidemment, normalement c'est le dernier truc à faire, de mettre tout son argent dans le truc. Mais je crois que c'est pour ça que ça a marché. Ouais, mais si t'étais raisonnable, ce serait moins drôle. Donc voilà. Mais c'est pour ça que ça a marché, pour nous tous. On avait tout assez. Pour moi, c'était évident que même dans les moments les plus difficiles, c'était évident que ça devait marcher, quoi. C'est ce qui nous donne cette persévérance dont on a besoin au début. Donc première leçon, persévérance. Never give up. Never give up. Never give up. Tu penses que après 3 fois, tu dois arrêter? Never give up. Après 4 fois, never give up. Ça a été la leçon numéro 1. Et donc, on déploie Bicom à travers ça. On est beaucoup sous le système de partenariat. Donc, il y a toujours tous les gens qui rejoignent. C'est avec un gros risque financier. C'est beaucoup plus sur leur partage de revenus que sur, il n'y a pas de salaire, quoi. Et on sait pas ce qu'on fait, tous. On connaît rien à la REM, donc on essaye plein de choses. Puis en fait, pour aligner, pour essayer de partager les expériences et de comprendre ce qui marche le mieux et de standardiser ce qui marche le mieux, que tout le monde puisse en bénéficier. Dès le début, chaque année, au mois de janvier, on met tout le monde autour d'une table dans un chouette hôtel. D'accord. Et au début, on n'a pas de fric, donc on fait ça en Suisse, dans les meilleurs hôtels qu'on pouvait afforder, etc. Et puis on continue. Chaque année, on fait ça grandit. On commence à se structurer, on commence à avoir. Du coup, on remplace le système de profit sharing par du truc classique, salaire, etc., etc. Donc, de plus en plus, on devient une vraie boîte. Puis je pense au cours de le troisième kick-off, la troisième année, au mois de janvier, on commence dans un bel hôtel, dans une station de ski en Autriche, etc. Et là, je crois qu'on était 45, je me souviens qu'il y avait 45 personnes dans la salle, donc je pense qu'on devait être une cinquantaine. D'accord. Et là, je crois qu'on me pose la question, c'est quoi le plus important pour toi, etc. Et je me souviens que j'avais un spreadsheet avec cette 40, 50, ces personnes que je connaissais tout le monde, forcément. Et pour chaque personne, je savais ce qui était important pour elle, ce qu'elle voulait faire. Au niveau, bien sûr, plus ou moins au niveau business. Okay. Et en fait, j'avais un peu fait une erreur. L'entête de la colonne, c'était what needs to be done to be successful pour cette personne. D'accord. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour être successful, je sais pas comment, pour avoir du succès. Et ça a été les prémices de To Make Your People Happy. Parce que j'ai fait une grosse erreur que j'ai appris après en lisant des bouquins là-dessus, etc., que c'est pas la notion de succès, c'est pas ce que je recherchais, c'est la notion de bonheur. Le bonheur, le bonheur, c'est continu, alors que le succès, c'est un point. Un point donné sur le temps, bien entendu. Donc,
Donc en fin de compte, ce que je faisais sans savoir, c'était comprendre ce que les personnes devaient faire pour être heureuses, et que c'est ça qui drive tout. Mais je savais pas ce que je faisais, d'accord, et j'y mettais pas plus d'attention que ça. Je faisais un peu. C'est honnête de le reconnaître. Ouais, je sais pas. Mais après, il y a un élément déclencheur. Donc on a, comme beaucoup d'industries, on a des shows, donc il y a des événements où on a un petit booth ou un grand booth, etc. Et là, une des choses qu'on fait avec Bicom, c'est le Sales Performance Management. Et ça, l'événement, il est à Chicago tous les mois d'août, fin août à Chicago. Et là, moi, j'y vais depuis le début, quoi. Depuis le début de Bicom, on a un assistant là-bas. C'est super important parce qu'il y a vraiment tous les experts du monde entier qui vont là et qui se rencontrent pendant une semaine. Donc, je suis là, et là, on commence, je pense qu'on est en 2011, j'imagine, on commence à grandir, hein. On a racheté la boîte, dont on utilisait la technologie, la boîte française dont on utilisait la technologie, on la rachète. Ouais. On commence à lever de l'argent, beaucoup d'investisseurs, de private equity ou de VC sont intéressés dans Bicom, on commence vraiment à se dire, tiens, c'est le moment de structurer et de lever des fonds. Et il y a un investisseur qui dans sa part due diligence, il veut voir Bicom en action, et il vient à ce show. Il passe la journée à analyser Bicom de par ce show-là. Et à la fin, un mec a de la bouteille, hein, c'était un mec qui avait créé SAP America. D'accord. Mais qui avait maintenant son fonds d'investissement. Et puis, à la fin, on fait le débrief. Et puis, il dit, Fabio, pour toi, c'est quoi l'asset, j'utilise l'anglicisme, mais le number one asset de Bicom? Je dis, vu que Bicom, je l'ai pas dit, mais donc on automatise la rémunération pour les grandes entreprises, pour les très grandes entreprises. Ouais. Plus il y a d'employés, plus il y a de pays, en gros, plus l'organisation est compliquée, mieux c'est pour Bicom, parce que c'est simplement intolérable de faire ça avec des fichiers Excel. Donc nos clients, c'est des très grosses boîtes. Et donc les logos, tout le monde les connaît, quoi. Donc sur le stand, bien sûr, il y a un endroit où il y a un panneau avec les logos. Donc je lui dis, actif numéro 1, évidemment, c'est quelle autre société, surtout de notre taille, a ces clients-là, quoi. C'est Microsoft, c'est BNP Paribas, enfin c'est que des noms comme ça. Ouais, c'est des il me dit, ouais, ça c'est impressionnant, mais non, c'est pas ça, quoi, c'est pas ça. Puis alors là, franchement, il me bluffe. Parce que, alors qu'est-ce qui peut être mieux que ça chez Bicom? Je me dis, mais tu vois les gens qui travaillent pour toi, qui ont le polo Bicom, t'as vu comment ils sont? Vous avez tous un truc. On voit là, on voit, vous avez tous ce truc-là, quoi. Et il me dit, donc clairement, ton actif numéro 1, c'est tes gens, et c'est ta culture d'entreprise. Et puis justement là, il dit, c'est ce que c'est ton plus gros problème? Je sais pas quel est mon plus grand actif, donc certainement je sais pas quel est mon plus gros problème. Mais toi, cette culture d'entreprise, t'as aucune idée de ce que c'est. T'arrives pas là, si je te demande ce que c'est, t'arrives pas à me le dire. Et il avait 100% raison. Et en fait, je me souviens très bien d'un truc, c'est que surtout au début, quand on était pas nombreux, c'est quand les personnes clés, par exemple Head of Italy dont je parlais, ce genre de choses, je les fais. Peut-être que je les faisais venir ici en Suisse, et puis des fois même elles dormaient, c'était des gens que je connaissais déjà, elles allaient dormir chez moi pour pas avoir des frais d'hôtel et tout. Des amis, hein. Et puis du coup on allait manger avec ma femme, mais même c'est pas forcément des amis, on va dire des gens que je connaissais. On allait dormir on allait dîner. Non, attends, là il y a des trucs bizarres. On allait dîner avec ma femme, et ma femme après elle me disait toujours ça, elle arrivait toujours à me dire, tiens, lui tu vas l'embaucher ou lui tu vas pas l'embaucher. Elle arrivait à voir en fait si elle faisait y avait un match. Donc elle avait ce même truc. On arrivait tous à sentir si ils étaient in ou out, s'ils faisaient partie de la culture ou pas, mais on n'arrivait pas à l'expliquer. Et depuis que ce mec, donc aux États-Unis là pendant ce show, il m'a dit ça, c'est devenu une obsession. Le soir même, dans mon hôtel à Chicago, j'étais en train de lister les bullet points. C'était quoi notre culture? Et que ça soit Outlook Soft ou que ça soit Hyperion, j'ai toujours vécu ça, mais alors comme étant partie du management, je faisais toujours partie de ces brainstorming qui étaient gérés par des consultants externes. C'est, ok les gars, maintenant en une semaine, on va vous aider à définir vos core values. Et c'est ça que j'avais vécu. Et ça, c'est du grand n'importe quoi, d'accord? Parce que les core values, elles viennent que d'une seule personne, c'est le founder, le co-founder. Je pense même pour un CEO qui est embauché d'aller définir les core values,
bonne chance. C'est vraiment l'ADN de l'entreprise, d'accord? Ça ne peut pas être un truc artificiel qu'on met en place avec des stratégies de communication. Donc tout d'un coup, j'ai compris ce que c'était la vraie culture d'entreprise, j'ai compris ce que c'était vraiment les core values. Et si on admet, je pense que c'est facile de l'admettre, que les employés, c'est le truc le plus important. Dans les KPI, qu'un manager, dans le dashboard d'un CEO, si les employés sont pas en numéro 1, il y a un vrai problème. Tout le reste, c'est une conséquence. La vente qu'on va gagner, la release qu'on va pouvoir sortir, le go live qu'on va pouvoir réussir, c'est le résultat direct du travail de nos employés. Si nos employés sont happy, sont contents, se sentent bien, sont valorisés, sont encadrés, etc., les chances que ce qu'ils doivent faire, quelle que soit la tâche, le résultat soit meilleur, est bien évidemment bien plus élevé. Donc, je pense qu'on comprend tous que people, c'est le numéro 1. Ok, du moment qu'on a établi que le KPI, c'est les people, c'est les employés. C'est quoi le KPI en amont? Ok, c'est la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est ce qui va nous permettre d'être sûr que quand on demande à quelqu'un de rejoindre le groupe, que la culture d'entreprise n'est pas influencée par le dernier qui rejoint et celui qui a la plus grande gueule, etc., mais que chaque personne qui rejoint le groupe, elle renforce la culture qui est déjà là. Elle la rend plus forte. Et c'est quoi le KPI en amont de la culture? C'est les core values. Et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur ces bullet points. Et je suis arrivé j'en ai essayé d'en garder que 6. Et à ce jour, c'est plus ou moins les mêmes. Elles sont là. Et à la limite, peu importe ce qu'elles sont, parce qu'elles sont vraiment propres à Bicom et chaque société doit avoir ses propres core values. Mais elles doivent être réelles. Et ça doit pas être, on se respecte, on se traite avec respect, blablabla. Ça, c'est du blablabla. J'espère qu'on se traite avec respect. J'espère qu'on n'a pas besoin d'en faire une core value. C'est le minimum. La core value, c'est la checkbox. Quand j'interviewe quelqu'un, comment je sais si cette personne ou pas va être un fit avec la société. Et quelqu'un qui a pas de respect pour les autres, je vais de toute façon pas l'embaucher. J'ai pas besoin d'avoir ça. Merci beaucoup. C'est aussi simple que ça. Et je sais pas, quand même un exemple d'une de ces checkbox. Et comment tu essayes de checker ça justement avec celui que tu as en face de toi? Alors je vais prendre la 6e, qui est la plus débile. C'est que parce que ça tu vas pouvoir l'utiliser comme transition dans quelques minutes, j'ai même pour le dernier sujet qui est l'internalisation. Mais donc je le dirai en anglais dans l'interview forcément, mais ça serait tu dois communiquer 100% tout le temps en anglais. Et tu décides d'envoyer un SMS à ton collègue de Bicom qui est aussi né ici à Lausanne, qui a le même accent vaudois que toi, tu lui envoies ce SMS en anglais. Quand tu lui racontes une blague dans la cuisine, tu la racontes en anglais. Si t'es pas prêt à faire ça, tu rejoins pas Bicom. Enfin, je le dis pas comme ça, mais en gros, ce checkpoint, il est là pour dire, ok, si t'es pas prêt à faire ça, tu ne dois pas rejoindre Bicom. Pourquoi? Parce que on va le voir dans une seconde, Bicom est vraiment global. Donc, ici, dans le siège, dans la petite ville au bord du lac où on est, 50% des employés qui travaillent ici, ils parlent pas français. C'est des gens qu'on a amenés, qui sont venus là pour nous, pour notre société, qui sont venus avec leur famille, etc. Ils parlent pas français, ils parlent qu'anglais, ou leur langue, et leur langue maternelle, ou leur langue d'origine. Et la moindre des choses, c'est de les faire se sentir à trop, mais de pas avoir un gap de communication avec eux. Donc, si la blague que tu racontes, c'est une blague qui est ils doivent pouvoir y participer, même s'ils parlent pas français. Ouais, mais tu vois, si tu parlais de respect tout à l'heure, c'est une forme de respect vis-à-vis des autres. Une autre core value qui est peut-être plus intéressante, c'est we innovate. Donc ça représente plusieurs trucs. On doit vraiment innover. Hein. Donc pour innover, il faut qu'on reparte toujours à la cause. Donc le fameux Start with Why de Simon Sinek, etc., etc. La personne qui rejoint Bicom pour faire bénéficier Bicom de son expérience et ce qu'il a fait avant, il va de refaire chez Bicom ce qu'il a fait dans ses 15 années d'expérience avec succès chez Oracle, SAP, etc., ou n'importe quelle autre boîte. Ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'intéresse pas. D'accord? On n'est pas là pour reproduire
une solution toute faite. On recomprend la cause, on utilise l'expérience des 15 dernières années pour peut-être poser les bonnes questions, etc. Mais on reconstruit une solution à partir de zéro. Si à la fin la solution, il peut arriver que la solution qu'on a reconstruite à partir de zéro, elle est plus ou moins identique avec celle qu'on avait il y a 10 ans, bah ok, on aura perdu peut-être un peu de temps, mais on repart de zéro. Mais ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on est prêt à faire des erreurs. Donc on pardonne les erreurs. Pas deux fois la même erreur. Pas deux fois la même erreur. Deux fois la même erreur, mais on certainement doing mistake is okay. Et ça, c'est une des core values, par exemple. Prendre des risques. Ah, j'aime bien ça. Mais la plus forte, la numéro 1 dans la liste, c'est le start. Non, la numéro 1, c'est people. Donc, et ça, c'est la seule qui peut-être évolue des fois tous les 5 ans. C'est l'ordre des choses. Un truc que j'avais appris du CEO de Avocsoft. C'est people. Ensuite, et c'est quoi la deuxième chose la plus importante? Donc, quand on est en phase assez en début, bah, c'est cash. Si on n'a pas de cash pour opérer, si on n'a pas le cash de payer ses employés, etc., on va rien pouvoir faire. Donc, cash, après, c'est le truc le plus important. Ça, c'est quoi le troisième truc? Bah, c'est les clients. Et pendant très longtemps, chez nos clients, donc, les boîtes que j'étais connu pour le gars qui leur disait qu'ils n'étaient pas leur première priorité. Je disais, ouais, vous êtes notre troisième priorité. Ouais, ils sont dans la 5. Après, il y a product. Après, il y a revenu tout à la fin. En fait. Et je dis, ouais, vous êtes votre troisième priorité parce que bien sûr, pour vous êtes le plus important. Vous voulez un projet qui a du succès. Mais moi, si j'ai pas les gars motivés aux États-Unis, etc., je peux rien faire. Donc, on est tous d'accord que people, c'est le numéro 1. Deuxièmement, moi, si j'ai pas le cash d'opérer, de payer ces gens-là, de payer le billet d'avion pour venir vous voir s'il y a une crise ou ce genre de choses, je vais pas pouvoir vous servir vraiment correctement. Donc oui, monsieur le client, parce que vous êtes super important, vous êtes priorité numéro 3. Et ça, en tant que manager, provider, c'était donc, monsieur Microsoft, si t'es pas content de notre service, la dernière des choses à faire, c'est de bloquer la facture que tu nous dois. C'est la dernière des choses à faire. Je viens de te dire, cash est plus important que ça. Donc, si t'es pas content, etc., ok, tu me convoques, on s'explique et tu me dis pourquoi t'es pas content, mais tu me payes, ok, tu me payes pour que je puisse t'aider, pour que je puisse travailler avec toi pour résoudre le problème. Donc, le fait d'être transparent sur cette culture d'entreprise, etc., t'aide même à gérer ton business et à communiquer avec tes clients. Parce que ce truc-là, tu le dis en amont, le jour où il y a une crise, les mecs, ils payent leurs factures. Alors peut-être le procurement, il va pas le payer, mais tu escalates le truc, tu sais, la discussion qu'on avait eue, et c'est vraiment important que tu payes cette facture, même si je sais qu'il y a ces problèmes-là, et voilà ce qu'on fait pour les régler. Mais enfin, c'est très vrai, hein. Si la facture est pas payée, allez, on met la clé sous la porte, et puis de toute façon, votre problème sera pas résolu. Donc voilà. Et justement, alors tu l'as anticipé, dès le début, tu l'as conçu, tu l'as pensé comme une boîte complètement internationale. Ouais. Alors, et comment on se fait, comment depuis Nyon, on se fait une boîte internationale? Et justement, en fait, j'avais pas dit, il faut être à Nyon. Je pense qu'il y a deux exceptions, peut-être quelques pays nordiques, peut-être dans le Benelux, mais il faut être à Nyon, c'est facile parce que la Suisse, c'est un super petit marché, surtout dans le domaine du large enterprise, d'accord, et qui est en plus fragmenté. La Suisse, c'est littéralement 3 marchés distincts. C'est quasiment impossible d'avoir une position dominante en Suisse allemande en gérant ça depuis la Suisse romande, donc la partie française, et vice versa. Sans parler de la partie italienne. Donc c'est petit et en plus c'est divisé en 3. Donc c'est idéal parce que il n'y a pas de notion de domestique. On ne peut pas lancer une idée, une boîte sur le marché domestique. Dès le départ, il n'y a pas de marché local. Et ça, on n'est pas le premier à y penser. C'est comme ça depuis toujours. Donc on est dans un environnement super international. On allume la télé. Il y a immédiatement plus de chaînes internationales que suisses, quoi. Il y a plein en plus il y a plein de sièges internationaux, il y a plein d'expats, donc là dans la rue ça parle autant anglais que français, sans rigoler, hein. Dans la petite ville où je suis ici, les expats sont partout, anglo-saxons, ils sont vraiment partout. Donc on est vraiment dans un environnement comme ça, on va dire international. Et l'idée c'était vraiment de créer une boîte non pas internationale mais globale. C'est quoi la différence entre global et international? Global, c'est un truc qui est conçu dès le départ.
c'est quelque chose qui va fonctionner dans le monde entier, de manière globale. International, c'est exactement ce qui s'est passé chez Outlooksoft. Hein. On démarre typiquement aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est tellement énorme qu'on peut largement avoir du succès. On peut tout faire sans sortir des États-Unis. Ouais, tu peux faire ta vie. Ouais. Donc c'est normal. C'est moi le premier. Si j'étais américain, je penserais pas à l'international. On travaille pendant 4 ans sur notre marché domestique et après on se dit tiens on va se lancer, on va lancer un truc à Singapour parce qu'il parle anglais, à Londres parce qu'il parle anglais, en Australie parce qu'il parle anglais, paf, et puis après on va commencer à traduire et puis après on va se lancer en France, etc. Et ça marche très bien, ça a été prouvé. Moi je voulais essayer un truc qui je pense allait marcher encore mieux, c'est de démarrer dès le départ avec un truc qui peut marcher partout. Et je pensais que c'était uniquement un état d'esprit. Et je pense toujours. Ouais. Si dès le départ on pense de manière globale, c'est-à-dire les contrats qu'on écrit, ils sont faits pour, alors non seulement tout est en anglais à la base, mais après ils sont faits pour être adaptés aux trucs locaux, etc. On fait rien de spécifique pour la Suisse. On fait quelque chose qui va fonctionner absolument partout et qui va être assez flexible pour fonctionner partout. Et pareil pour le produit et pareil pour tout. Mais c'est super important que dès le départ, tout soit en anglais. Parce que toute la base de connaissances de la boîte, qui est malheureusement souvent encore dans les emails, mais peut-être aussi dans les documentations, etc., elle doit absolument être en anglais. Parce que sinon, on n'aura aucune chance de pouvoir attaquer un pays qui parle pas la langue de base. Et maintenant, on compare ça avec la France, qui est pour moi à l'autre extrême. On regarde à Paris avec les grandes écoles, etc., le nombre de produits, rien que dans notre domaine, le domaine de la tech, le nombre d'idées et de trucs géniaux qui sortent, c'est largement plus que la moyenne par rapport à la population. C'est vraiment phénoménal. Mais c'est toujours, ça démarre toujours, enfin pas toujours, il commence plus à avoir des exceptions, mais trop souvent de manière franco-française, d'accord? Donc on lance le truc franco-français. En plus souvent même à Paris c'est facile, il y a tellement de centralisation, on arrive à travailler super localement en fait. Et c'est à l'intérieur du périph'. Exactement. Et on arrive à grandir la boîte à une taille vraiment respectable sans sortir du périph'. Vraiment. Hein. Et après on se dit allez, maintenant il faut que j'y aille. Il faut que j'aille à l'international. Et Londres, on y arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a telle communauté française à Londres qu'on va toujours trouver la bonne personne, c'est-à-dire l'ex-collègue, l'ex-copain de fac, etc., qui est complètement à Londres, complètement networké là-bas, mais qui est complètement bilingue et qui aucun problème de culture. C'est facile. On va faire pareil avec le Benelux. Allez, un petit bureau en Suisse romande, parce que c'est pas très difficile non plus. Et puis après, l'Allemagne, là, ça commence à être plutôt challenging, mais bon, on va quand même y arriver, c'est pas si loin. Et après, les US. Et tiens, on va faire pareil. Et le copain, là, qui voulait, on va l'envoyer aux US, ça fait, il rêve depuis toujours d'aller avec sa famille aux US. Allez, tu vas ouvrir la filiale, ça tombe bien parce que comme toutes nos connaissances, tous nos emails, tout le développement, tout le product team qui est basé à Paris, de toute façon, c'est tout en français. C'est bien que ça soit toi parce que au moins tu vas pouvoir travailler avec nous. Hein. Le problème c'est le mec que t'envoies là-bas, lui, ok, il connaît bien ta boîte, mais il connaît absolument rien des marchés US. Et après 2 ans, et il va prendre cher. Ça marche pas. Bon, bah alors on va embaucher en local. Ouais, super. Le mec il connaît tout du marché local, mais pas possible de travailler avec les équipes. Pas possible de s'intégrer en fait complètement à tout l'historique et à tout ce qui se passe. Donc c'est vraiment challenging, tout ce qui se passe à Paris. Donc en fait pour réussir et ça c'est s'il y a un truc qu'on a vraiment réussi à Bicom, je pense qu'il y a plein de trucs qu'on aurait pu faire mieux ou qu'on a fait faux, mais il y a un truc qu'on a fait juste, c'est cette globalisation. C'est dès le départ, tout ce qu'on a fait, le produit, le website, les contrats, tout fonctionne dans tous les pays. Et ouvrir les États-Unis, ça n'a pas été plus difficile qu'ouvrir l'Italie. Et où il faut un facteur chance, c'est pour trouver la personne. J'y reviendrai, d'accord. Trouver la personne, ça c'est malheureusement encore le truc. Je sais pas comment on industrialise. Trouver le lead des États-Unis, mais démarrer de manière globale avec des processus globaux, c'est l'aspect ADN qui est fondamental. Et si vous avez une boîte qui a déjà démarré, hein, qui a déjà 3-4 ans, qui a, on va dire, à Paris, et vous pensez aux US, le test que j'ai fait avec des peers, hein, avec des collègues CEO de boîtes assez connus, hein, qui me posent exactement cette question. Je me souviens dans le bureau du gars, j'ai dit, OK, et montre-moi juste ton email, tous les emails que tu as internes,
ton inbox, tous les emails étaient en français. Moi, je peux faire le test. Si on était sur caméra, je pourrais faire le test maintenant. Je vous montre mon inbox des emails internes. Vous allez pas, mais il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas un mot en français. C'est 100%. Et c'est tellement naturel pour tout le monde. Donc, toute la knowledge base, elle est comme ça. Ça, c'est la partie ADN qui est primordiale. Donc, si vous en êtes pas là, mais que vous voulez aller aux US, il faut faire du rétro-engineering. Et il faut absolument arriver à ce stade-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est assez facile, mais on l'oublie trop, et on l'oublie trop souvent. C'est un aspect on va dire de confort. C'est que les US, c'est loin, et on va devoir travailler avec ces personnes de manière continue. Si on travaille pas de manière continue, on va en parler à la fin, les types aux US, ils vont créer leur filiale qui aura plus rien, alors elle a le même nom, mais elle aura plus rien à voir avec le reste du monde. Ouais. Et ça arrive tout le temps. Et pourquoi? C'est aussi simple que ça. Quand on est aux US et qu'on travaille avec l'Europe, on le ressent très bien. Hein. On a beaucoup d'interactions avec la maison mère en Europe, suivant où on est, jusque vers le coup des 10 heures, des 11 heures, peut-être des midis. Et l'après-midi, on est tout seul. On est complètement tout seul. Et pour un Américain. Ah ouais, mais faut bien qu'on dorme à un moment, donc. Exactement. Mais le cadre typique américain, le head of sales typique américain, lui, il n'est pas habitué à être laissé tout seul la majorité du temps. Il est habitué à avoir un boss qui lui respire dans le dos. Et à la minute où il a cette liberté, il commence à faire n'importe quoi. C'est la réalité que tout le monde me raconte les mêmes histoires, etc. Enfin, c'est un sujet qui m'intéresse, donc on discute souvent, et je vois que tout le monde a le même problème. Et donc c'est vraiment important de minimiser les heures de décalage. Donc le centre US de notre entité, de notre société européenne, il doit être absolument sur le fuseau horaire qui est le plus proche, donc East Coast, et puis sur un vol atteignable depuis la maison mère. Donc à Paris, c'est facile. Moi, Genève, c'est un problème parce que je peux seulement aller à Toronto. Merci, c'est pas aux US, il faut être aux US. Oublions le Canada. Ça c'est un truc que j'entends aussi toujours. On va attaquer les New York au Canada. Pourquoi? Parce qu'ils parlent français? Non. Amérique du Nord, US. US, East Coast. Boston, ça va très bien. Washington, après ça dépend du secteur d'activité, mais pour nous c'est forcément Washington, New York, si j'oublie Toronto, parce que simplement il n'y a pas les vols disponibles. Mais ça, vol direct, c'est super important parce que sur les 4 prochaines années, il faut qu'il y ait une interaction maximale. Même pendant le Covid, il y a eu des interactions maximales. Et il faut donc ça c'est pour les aspects pratiques. Je vois trop de boîtes de start-up qui se retrouvent avec leur bureau américain à Denver, à San Francisco, mais même si ça va jamais marcher, c'est pas possible de travailler avec les mecs à San Francisco sur le long terme. Vous avez que 2 ou 3 heures en commun, quoi. Ouais. Le décalage est trop important, je suis d'accord. Et finalement, donc l'élément le plus difficile, c'est de trouver la bonne personne, parce que ça doit être quelqu'un. Ça peut pas être un Américain typique. Parce que il y aura ce décalage culturel et il va créer cette entité. Enfin, on peut revenir là-dessus, mais l'Américain typique, ça va pas marcher. On peut revenir pourquoi. Ouais. Ça peut pas être l'Européen qui a jamais travaillé aux États-Unis parce que ça va pas marché non plus. Donc, il faut trouver cet hybride qui est un peu des deux. Et là, j'ai eu plusieurs exemples, plusieurs cas. Soit c'est l'expat, donc ça c'est le meilleur cas. Donc, si on est un peu plus âgé, c'est le copain de fac, mais d'il y a très longtemps, qui est maintenant établi là-bas et puis qui est aussi américain qu'un américain, mais qui a pas oublié toute sa culture européenne et tout ce genre de choses. Donc ça c'est top. L'autre truc, c'est l'américain qui est venu, qui a passé peut-être chez Oracle, chez SAP, chez Google, qui a passé quelques années en Europe, donc il comprend bien comment fonctionne la culture ici et qui est retourné. Ça va marcher. Et puis nous, ce qu'on a fait, alors Bicom, j'ai eu plusieurs essais et je suis passé par toutes ces étapes, dont je vous parle là. Et là, celui qui fonctionne très bien maintenant, il est là maintenant depuis plusieurs années, il a jamais travaillé en Europe, mais il a travaillé pour une banque suisse super connue, donc il était très souvent à Zurich, donc il comprend la mentalité. Mais surtout, en fait, il est indien. Il est né en Inde et il a passé que la moitié de sa vie aux États-Unis, donc il comprend très très bien tout ce qui est États-Unis, etc. Mais forcément, il a une ouverture d'esprit, etc., qui le fait comprendre qu'il fait partie d'un groupe international. Tu disais le facteur chance. Justement, c'est de trouver cette personne-là. C'est ça qui est pas facile. Il y a pas. Mais comment on sert sa chance? Comment on force sa chance? Bon, on est un truc sans ces critères. Donc quelqu'un qui a quel que soit son pédigré,
de ne pas donner la place à cette star que dont toutes les boîtes américaines se battent pour avoir ce VP of Sales. Vous arrivez à l'avoir si le gars il a jamais travaillé en Europe ou etc. Bah dire désolé mais non. C'est de laisser la place libre pour la personne qui remplit ces critères-là. Bah écoute, tout ça c'est super intéressant. Aujourd'hui, Bicom, c'est dans combien de pays? Moins qu'au début, parce qu'au début on a démarré, on avait l'Espagne, on avait Suède, etc. qu'on n'a plus. Donc on a fermé après 9. Donc c'est surtout l'Europe de l'Ouest et États-Unis, et les pays stratégiques qu'on avait, c'était Japon et Australie, et puis un opportuniste, c'était Afrique du Sud. Et pendant le Covid, on a réussi à lancer ces 3, mais alors sans y aller, on n'a pas d'opération, on n'a personne sur place à ce jour. D'accord. Par contre, on a signé des clients, on a des clients locaux et des partenaires qui travaillent localement sur ces produits. Et justement, t'as eu un effet Covid dans ton business? Il y a ces ouvertures de marché, mais ouais, c'était l'effet positif parce qu'une grande banque japonaise qui nous a acheté notre software, on n'aurait pas pu, ça aurait été pas possible de signer un contrat avec une grande banque japonaise sans avoir une entité locale hors Covid, pré-Covid. Ça, c'est le Covid qui a créé cette ouverture d'esprit de pouvoir faire ça. Ouais. On ne les a jamais rencontrés, absolument jamais rencontrés. Donc ça, c'est l'effet positif. L'effet négatif, c'est 2-3 clients qui ont churné, c'est-à-dire qui ont résilié leur contrat, parce qu'ils ont vraiment souffert très très vite. Je pense qu'ils ont résilié leur contrat trop vite, au tout début de la crise Covid, et qui ont réduit leurs coûts, qui ont paniqué, et qui ont interrompu leur abonnement. C'est quelque chose qui arrive. Enfin, qu'on évite à tout prix, ça s'appelle le churn, quand on est dans le domaine du business récurrent, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent, mais là, on a eu un peu un pic, typiquement, des chaînes d'hôtels, des chaînes de magasins de luxe, des choses comme ça. Les groupes français, magasins de luxe. Mais c'est très, très peu, 3, je crois que j'ai 3 exemples en tête. Ça, c'était et par contre, ce que tu me disais en off, en intro, c'est que là, là, vous êtes à fond. On est à fond, on paye, on est à fond, c'est-à-dire que, mais c'est même pas tellement chiffre d'affaires. Si maintenant on parle du chiffre d'affaires des ventes, donc les signatures de nouveaux contrats, alors tout s'est arrêté quand le Covid a débarqué tout à la fin de mars, et ça a repris en Europe 3-4 mois plus tard. Par contre, ça a pris facilement 6 mois aux US, il y a un décalage. Mais après, donc déjà, ça c'était l'année dernière, en 2020, Q4, c'était plus que d'habitude, parce qu'il y avait déjà tout le backlog. Et puis 2021, pour nous, c'est une bonne année, et c'est une année normale. Alors que 2020, on avait eu un peu un creux en termes de nouveaux contrats. Mais comme on est sur une notion de business récurrent, même si on signe pas de contrat, on descend pas. Là, on est toujours un peu en croissance. Est-ce qu'on est en forte croissance? C'est la beauté de ces modèles. C'est exactement. Et le seul moyen de dormir la nuit en tant que CEO, parce que sinon il faut toujours faire plus. Sinon chaque trimestre on doit faire plus que le trimestre d'avant. C'est la course en avant, Non, mais là c'est plus. Donc là une année 2021 sur les chapeaux de roue. Oui, parce que c'est des gros contrats qu'on a, et à la fin, on reste dans l'humain. Et pour moi, ça a été une super expérience, parce que on se posait toujours la question, est-ce que la visioconférence, est-ce qu'on peut tout faire à distance, etc. Et maintenant, on a la réponse. Je peux te dire que depuis le mois de juin maintenant, donc il y a quelques mois, je suis nouveau sur la route, donc de juin à septembre uniquement en Europe. Je me suis retrouvé à faire 2000 km par semaine pour visiter les clients en voiture. Et depuis le mois de septembre aux US, donc d'abord la East Coast, et puis là je viens de faire 2 semaines sur la West Coast, et simplement un déjeuner, 1 heure, 2 heures avec les clients, waouh, l'impact sur la relation, sur le développement du projet, c'est simplement phénoménal. Et c'est des gens avec qui j'ai pu communiquer par visioconférence, mais c'est simplement pas la même chose. Il y aura pas de communication informelle, il y a pas tu sais, ce petit truc dont ils ont de la peine à parler, Fabio, faut que je te dise, tu sais, ce truc-là, ça se fait pas c'est trop formel, comme ça. Ça se fait pas par téléphone, ça se fait pas par visioconférence, ça se fait en face-to-face, et probablement en derrière. Ceci explique qu'on a une vraie chance aujourd'hui de te choper à Nyon, dans ton bureau, parce que sinon, c'est le monde, C'est parce que tu m'as dit il y a 3 mois, et qu'on a bloqué, Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
C'est exactement ça. Fabio, ça fait un bon moment là qu'on parle. Je voulais vraiment te remercier de ce temps que tu nous as consacré, que tu m'as consacré. Et puis, alors, je vais le dire comme ça. Je vais te remercier des années Outlooksoft parce que ça fait partie de mes années professionnelles dans lesquelles j'ai appris mais énormément et alors j'y ai souffert aussi. On va se dire les choses, hein. Mais avec un enthousiasme partagé. Enfin voilà, c'est juste une aventure extraordinaire. Juste un truc. Tu peux me parler de la Ford T? Ford A. Ah, Ford A. C'est juste après. Donc ça, c'est un de mes hobbies, c'est les voitures de collection. Et pour quelqu'un qui s'intéresse ou qui démarre avec les voitures de collection, la voiture avec laquelle démarrer, c'est la Ford A, qui est la première, qui est le modèle juste après la fameuse Ford T. Mais une grosse différence, parce que la Ford A, ça se conduit vraiment comme une voiture de nos jours. Mais c'est pas cher du tout, c'est super simple, c'est super fiable, il y a rien à faire. Donc ça coûte pas cher, il y a aucune maintenance, et on démarre par ça. Et si vous cherchez dans Google Fabio Ronga, vous verrez alors c'est dans le cadre des trucs EY, etc. Mais il y a une très jolie vidéo de toi dans les vignes avec ta Ford, en costard avec ta bagnole. Ouais, j'utilise, comme je suis pas souvent là, chaque fois que je suis ici, j'utilise une vieille voiture pour venir au bureau, en fait. Eh ben voilà. Ça y est, on y arrive. Voilà les 7 dernières questions rituelles de la colle. Alors, Fabio, dis-nous, quel est ton mot préféré? Alors, je qualifie les réponses que malheureusement je n'ai pas du tout préparées. Alors, peut-être pour le meilleur, c'est vraiment... T'es pas le premier, t'es pas le dernier. Je m'inquiète plus. Parce que ça va pas être la réponse optimum. Ça va certainement pas la réponse que j'aurais donnée si j'avais pensé depuis hier soir. Mais je vais répondre passion. Passion. Ouais, mais t'es un gars passionné. On l'a entendu, ça s'entend dans ta voix quand tu parles des différentes expériences et c'est là où on peut te détester parce que t'es tellement passionné que tu t'embarques les gens avec toi. Et quand on est ton collaborateur, ben voilà, t'es une locomotive et il faut suivre, hein. Il faut suivre derrière la locomotive Fabio Ronga. Le mot que tu détestes. I don't disagree ou I hear you. Donc ça, c'est des anglicismes. Ouais. Mais ça, c'est un truc plutôt américain, mais malheureusement, ça devient de plus en plus contagieux et on commence à le voir cette attitude en Europe. C'est I don't disagree. You agree or you disagree. Okay, I hear you. Ça, j'en doute pas. Ok, mais ça veut dire que, en gros, I hear you, ça veut dire que je t'entends, mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Mais dis-le-moi. Ok. Donc, ouais, ça, c'est vraiment des trucs qui me font bondir en réunion. Ok, je prends. C'est bon. Le son ou le bruit que tu aimes. Ah bah, ça va être trop facile. Un bon V12 qui démarre, voilà, un truc whisper qui pollue, etc. Okay. Mais qu'on utilise plus par passion que par nécessité. Le son ou le bruit que tu détestes. Le bruit d'une voiture électrique qui démarre. Ok. On sent le passionné. Ton juron, gros mot ou blasphème favori. Ça peut être dans la langue que tu veux, hein. Et tes enfants n'écouteront pas. Ouais. De toute façon, maintenant, ils sont grands, ils s'en foutent. Moi, j'en ai pas. Hein. Tu jures un peu ou pas dans ta vie de tous les jours parce que, ok, happiness makes things happen, mais de temps en temps, non, je sais, aussi, hein. J'ai un bar qui sort. Ouais, ça, c'est le plus dur de tout, ça. J'ai aucune idée. Fuck. Mais je sais pas, non, parce que je le dis pas plus que ça. Non. Ouais, mais voilà, ça c'est ton côté suisse, t'as un côté sage. Non, bah y a rien qui vient à l'esprit, pour être honnête. Non. Même pas en Hochdeutsch ou un truc. Non, alors certainement pas. Ça peut être en français. Eh ben voilà, tiens, je prendrai le certainement pas. Ouais. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée.
ou un truc qui te drive. Là, sans hésiter, le Start with Why de Simon Sinek. Ouais. Alors tu vois, et ça c'est un truc très amusant, ou pas d'ailleurs, mais le côté comique de l'affaire peut échapper à certains. Je me souviens que, allez, quelques semaines, quelques mois avant de t'avoir au téléphone, il y a de ça très longtemps, j'avais vu ce TED Talk de Simon Sinek sur Start with Why, et c'est le premier truc qu'on se dit quand on se reparle au téléphone. Ça faisait quasiment 1 an et demi, 2 ans qu'on s'était pas parlé, et c'est putain, t'as vu ça? Et tu vois, ça m'étonne pas qu'on se soit retrouvé là-dessus, parce que oui, jeunes gens qui nous écoutaient, même les plus vieux, tout le monde, allez voir ce TED Talk de Simon Sinek qui s'appelle Oh, Great Leaders Inspire Action. Voilà, c'est juste un game changer, comme disent les Américains. Donc, always. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et quand j'ai une question, quand on me demande si tu as un truc à donner, qui peut avoir un impact, qui peut changer une vie, etc., c'est ce que je dis, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est 18 minutes de TED Talk qui date maintenant. Je crois que ça date de 2011 de Simon Sinek. Ouais. C'est le real. Moi, ça m'a changé ma vie perso, sans parler de ma vie professionnelle. À Bicom, tout le monde, tu sais, d'avoir, je sais pas, une centaine de personnes qui naturellement communiquent toujours en t'expliquant d'abord pourquoi. Et t'as 1 minute cet après-midi? Non. J'ai ce problème, et je crois que tu peux vraiment m'aider, mais c'est urgent. Tu penses que t'as 1 minute pour m'aider cet après-midi? C'est très différent, hein. Complètement. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? J'existe. Alors ça, j'avais pas préparé, mais pour moi c'est évident. J'existe pas. Quand je vois tous les crimes qui sont perpétrés au nom de l'existence de Dieu, que ça soit la pédophilie au sein de l'Église, en France par exemple, ou toutes les guerres de religion. Ouais. Alors aucune hésitation sur celui-là. Au risque d'outrer. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Alors, tiens, dernière question. D'habitude, je la pose avant, mais je l'avais zappé. Si on veut te contacter, déjà s'il y a des clients potentiels ou même te contacter, c'est quoi le meilleur moyen? C'est fabio.ronga@bicom.com. Eh ben voilà. Et je ne mettrai pas dans la description, mais il faudra attendre les 1h20, faudra taper toutes les 1h20 du podcast pour choper l'adresse email de Fabio. Voilà. Et avec plaisir, hein. J'ai pas une assistante qui scanne mes emails, etc. Donc ça c'est moi, c'est vraiment c'est direct. Vos emails. Ligne directe. Fabio, un très très grand merci. Tu nous as accordé énormément de temps et je sais qu'il est précieux en ce moment, mais de manière générale, surtout quand on est un entrepreneur. Donc un grand merci. Longue vie à Bicom. Tu passeras le bonjour tous ceux que je connais dans ton équipe, et il y en a quand même quelques-uns. Tu leur claques la bise de ma part et on se revoit très vite en Suisse, en France ou ailleurs. Parfait. J'espère vraiment qu'on se revoit très vite. Et c'était un grand plaisir. C'est vraiment réciproque, vraiment sincèrement. Donc merci Pierre. Bye bye. Ciao. Salut. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.